Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la 8e fête des semences de l'agriculture urbaine de Québec. Et merci de vous être déplacés. Nous espérons que vous passez une belle journée. Avant de vous présenter notre conférencier, nous voulons remercier sincèrement nos deux partenaires principaux, c'est-à-dire la Ville de Québec et la Caisse d'économie solidaire des Jardins. Nous aimerions vous rappeler l'importance des contributions volontaires qui rendent la poursuite des fêtes des semences possible pour les prochaines années. C'est aussi grâce à vos contributions que la fête demeure gratuite et qu'elle se tient maintenant sur 2 jours. Si chaque personne ici présente donne $1 à la sortie, la fête est assurée de revenir l'année suivante. Sans plus tarder, nous allons vous présenter notre conférencier, Stéphane Grelot, du réseau d'agriculture véganique. Et l'intitulé de la conférence, c'est « La jungle sur mon balcon ». Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu, c'est fun. Aujourd'hui, je vous fais visiter mon balcon à Québec, dans Limoilou. Donc, j'ai appelé ça la jungle sur mon balcon parce que c'est un peu l'esprit dans lequel je jardine sur mes balcons, même en fait. Puis comme vous voyez, il y a même des animaux dans mon balcon. Je suis un hominidé dans la jungle. Donc, c'est vraiment ça sur mon balcon en avant. Donc, en fait, la présentation, c'est vraiment essayer de vous d'inspirer le monde, de montrer qu'on peut faire plein de choses sur un balcon et montrer des plantes, des trucs que j'ai avec les années. Ça fait quand même plusieurs années que je jardine comme ça. Juste rapidement, en fait, j'ai étudié en agriculture biologique il y a plusieurs années à Victoriaville. Et au début, j'ai commencé à faire des grands jardins en campagne et m'inspirer de la permaculture et j'aimais bien varier les jardins tout fertiles, varier les différentes plantes. Et je suis revenu à Québec il y a peut-être 9 ans à peu près. Et au début, j'étais très sceptique. Pour moi, dans mon idée, la vie du sol, c'est très important. Pour moi, c'est très important la vie du sol. Mais j'étais sceptique au départ. On cultivait en bac, en ville. Est-ce que vraiment ça pousse? Si vraiment ça va aller bien? Bon, j'ai quand même essayé. Et finalement, je suis quand même très satisfait de ce que j'ai réussi à faire. Ça, c'est mon balcon. Il y a quelqu'un, c'est à l'étage. Il y a des gens en dessous, des gens au-dessus. Et régulièrement, justement, des haricots ou les plantes vont monter jusque chez le voisin d'en haut. Donc, c'est vraiment, entre autres, avec Craig Bitume, avec Centropole à Montréal, que j'ai vu des bacs que les gens utilisaient. Donc, ce que j'utilise, c'est principalement des chaudières ou des contenants récupérés. Pour moi, en fait, si c'est disponible, j'aime ça, ça me permet de bricoler un peu puis d'essayer à jardiner avec ça. Donc, le principe, c'est le bac avec les doubles fonds. Je vais vous montrer des images tantôt. Donc, il y a une réserve d'eau dans le fond, c'est 2 chaudières l'une dans l'autre. Et donc, il y a plein de chaudières comme ça. C'est des différentes stratégies, je vais vous montrer tantôt. Mais donc, en gros, c'est à peu près ça quand j'ai planté. Là, ça fait peut-être quelques semaines, 2 semaines, admettons, que le jardin est parti en juin. Et rendu au mois de juillet à peu près, 1 mois à peu près dans ces bouts-là, ça ressemble plus à quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr que moi, le balcon, on l'utilise principalement plus pour le jardinage pour ça. Puis moi, mon intérêt, c'est quand même de produire des aliments. Mon intérêt vers l'agriculture biologique aussi, c'était de savoir d'où viennent les aliments. Si je les cultive moi-même, je vais savoir comment ils ont été cultivés, je vais savoir quels sont les produits qui ont été utilisés. Et je vais pouvoir acheter mes semences, je vais pouvoir choisir des variétés qu'on ne pourrait pas nécessairement trouver dans les supermarchés ou chez les semenciers, peu importe. Donc, c'est vraiment, avec les temps, j'ai essayé différentes choses. Puis, mon but, c'est de produire, d'essayer d'avoir une production quand même. C'est sûr qu'il y a beaucoup de tomates, vous allez voir. Les tomates, pour moi, c'est intéressant parce que ça produit, puis je peux en conserver. Mais, donc, c'est pour ça que j'appelle ça une jungle aussi, parce que c'est un peu, pour certains, ça pourrait être vu comme un fouillis, mais pour moi, c'est plus un mélange de plantes, puis d'une interaction. Puis j'aime quand, personnellement, c'est un conférencier qui avait déjà dit ça dans ses jardins, c'est on rentre dans le jardin, c'est pas juste des bacs qui sont en démonstration, pour moi, je crée un lieu dans lequel je vais et il y a comme une autre énergie, il y a plein de plantes partout, on a l'impression de pas trop être à Québec, donc ça, j'aime vraiment cet esprit-là. Et comme vous voyez, quand même, j'ai l'avantage, il y a quand même un mur de briques, lui, il est un peu plus orienté vers le sud.
Donc, je peux quand même profiter aussi de la chaleur des murs de briques. Donc, ça reste chaud. C'est quand même intéressant, selon votre orientation, si vous avez un balcon ou même une devanture de maison ou un toit. Donc, il y a vraiment plein de possibilités. C'est sûr que la jungle, comme ça, des fois, ça peut avoir des inconvénients parce que ça pousse partout. Des fois, il y a des plantes qui poussent, puis si on a des misères à aller les chercher. Ou, des fois, on découvre quelque chose à l'automne. Un concombre qui était caché derrière un bac, derrière la végétation, il a poussé là. Donc, mais bon, donc c'est la jungle, il faut s'y attendre. Mais bon, fait que ça c'était mon balcon plus en avant. J'ai un balcon en arrière aussi dans notre appartement. Et en arrière, ça c'est plus, admettons, orienté est, puis il y a le nord qui est vraiment plus là. Puis, ben, nord ou nord-est. Fait qu'il y a à peu près jamais de lumière où ce qu'on voit un peu le vélo. C'est vraiment... c'est plus la chaleur ambiante, la lumière ambiante qui vont permettre que finalement ça pousse. Il y a des plantes qui sont quand même bien, qui produisent quand même très bien dans ces conditions-là. Puis c'est sûr que j'ai l'avantage, c'est quand même haut, fait que les plantes peuvent pousser quand même assez hautes. Moi j'aime beaucoup travailler en 3 dimensions, donc vraiment essayer de faire grimper les plantes, puis ça permet d'optimiser l'espace. J'ai un bac, mais c'est exubérant, puis ça c'est vraiment plaisant de faire ça comme ça. Comme vous pouvez voir aussi, en bas, regardez ici. Ouais, ici, vous voyez, c'est comme un plant de tomates. Ici, il y a des pois, puis c'est un plant qui est en train de tomber, puis il y a probablement des concombres. Même ici, je sais que plus tard dans la saison, il y a des concombres qui pendent ici, puis là, c'est quand même, ça prend la place. Donc, justement, quelques cultures particulièrement que j'affectionne, c'est sûr les tomates. Les tomates, l'intérêt pour moi, c'est... en fait, c'est comme toutes les plantes, pour optimiser un espace, surtout sur un balcon, quand on n'a pas tellement de bac, il faut limiter le poids, etc. Les légumes fruits, donc des légumes ou des plantes qui produisent un fruit, c'est vraiment avantageux, particulièrement aussi comme les plantes de tomates, quand c'est des plants indéterminés qui vont pousser tout le temps jusqu'à ce qu'ils gèlent. Donc, ils vont produire des fruits, des tomates, j'en ai jusqu'à octobre, certains, parce qu'il n'y a pas de gelée encore souvent, ou il y a une gelée au sol, mais pas à ma hauteur sur le balcon. Donc, ça produit tout le temps. Et donc, les tomates, il y a toujours des fleurs, puis ça n'arrête pas de produire. C'est intéressant. C'est pas comme si j'avais une carotte, que j'ai une carotte, je la récolte, puis c'est fini. Donc, puis dans les variétés même, j'affectionne particulièrement les tomates cerises. Parce que, plutôt qu'avoir 3 grosses tomates que je vais avoir dans mon été, là, je vais avoir peut-être 200 tomates cerises par plant. Donc, j'exagère, mais c'est vraiment cet esprit-là qui est le fun d'avoir... C'est rapide, les tomates cerises, ça produit beaucoup de racines, ça permet d'avoir beaucoup longtemps et on en prend une petite, c'est le fun, ça se mange. Surtout des variétés, par exemple, comme des Sun Sugar, par exemple, ou... qui vont être sucrés, c'est des bonbons, c'est même pas... Finalement, j'aime les tomates, mais ça goûte pas la tomate. C'est à peu près ça. Mais ça c'est la découverte depuis 2 ans. Les tomates taxi, c'est parmi les tomates les plus hâtives qu'on peut avoir. Sont jaunes, ça fait des belles grappes, comme vous voyez. Puis en bac, je me suis rendu compte que ça fonctionnait super bien. En tout cas, dans mes bacs, du moins, c'est toujours relatif. Hein? Chacun a ses habitudes de jardinage, tout ça. Mais moi, c'est une des découvertes que j'ai faites. Puis je suis super content parce que c'est rapide et ça produit une bonne quantité. C'est le fun, tomate pêche, avec une quasiment poilue autour. C'est le fun aussi. Je sais qu'il y en a qui en vendent, s'il y en a qui en veulent, mais c'est vraiment un autre que je trouve le fun. Ils sont sucrés, ils sont molles. Fait que ils sont pas trop acides. Moi, je les aime beaucoup pour ça. Mais bon, d'autres, par exemple, les tomates poires, c'est du natural farming, qui moi, c'est même des semences que j'avais gardées depuis un bout, où il y a ce qu'on appelle, il y a plein de variétés dans les tomates. Il y a les multiflora, entre autres, qui est une grande catégorie. Ça, c'est des multiflora roses, où ça fait des grosses grappes. Le goût est moins intéressant, en tout cas dans mon cas, je les trouvais moins intéressantes, mais ça produisait beaucoup. C'est quand même amusant pour ça. Il existe quand même en bac des tomates de plants nains ou vraiment trapus qui quand même produisent, mais qui produisent quand même beaucoup, mais encore là, j'ai été moins chaud parce que le goût était moins sucré dans la variété que moi, les coyotes que j'avais étaient moins productifs, mais ça dépend parce que c'est vraiment surprenant quand on discute avec d'autres jardiniers. Il y en a qui ont une variété qui trippent parce que pour eux c'est sucré, mais pour d'autres, moi,
ça fonctionnait moins bien. Donc, des fois, c'est très relatif. Bon, un autre exemple, donc, c'est comme un plant. C'est sûr que moi, les plants de tomates, je les drageonne pas, ou à peu près pas. Je les laisse pousser, parce qu'en fait, j'ai un bac, je veux que mon plant, il en produise de plus. Donc, plus que j'ai de tiges puis de fleurs, plus je vais avoir de tomates cerises. Et on le voit, puis surtout que, puis je les étaye pas non plus, parce qu'on ne sait jamais c'est quand il va y avoir le dernier gel. Donc, je les laisse pousser. Puis, si vraiment il y a des risques, vraiment des gros risques de geler, ah ben là, je vais peut-être couper mes grappes, puis je vais les garder à l'intérieur pour qu'ils finissent de mûrir. Un exemple, mettons, de récolte que je peux faire, par exemple, plein de variétés, les taxis, justement, c'est quand même très productif, les poires, les oranges, blush, là, qui était intéressante aussi, j'ai essayé l'année passée. Donc, il y a plein de variétés. J'ai quand même essayé des plus grosses, mettons comme Rose à bec, entre autres, qui sont bonnes, mais c'est sûr que c'est à essayer. T'sais, moi, c'est avec les années, ben, il y a ceux-là que j'aime, puis je replante. Puis, de toute façon, un sachet de semences, souvent, on en a pour plusieurs années, donc c'est le fun pour ça. Puis, à une quantité comme ça, il faut quand même savoir les gérer aussi. Donc, j'ai plusieurs façons de faire, personnellement. Idéalement, je les garde à l'intérieur si je veux les manger, ou s'ils ne sont pas mûrs, ben, souvent j'ai un gros bac, puis je vais mettre un tissu par-dessus pour éviter que les mouches s'en aillent dedans, s'il y a une pourriture quand même, pour essayer de les protéger contre des insectes. Moi, souvent, les mouches à fruits, c'est ça le risque. Puis sinon, ben, c'est sûr que moi, je mets beaucoup congelé, des tomates cerises, je les lave à peine, je les essuie. Souvent, je les essuie, s'ils sont belles, je n'ai même pas besoin de les laver. Je les mets dans un sac qui se referme, puis je mets ça congelé. Puis quand j'en ai besoin, j'ai juste à prendre une poignée, mettre ça dans ma soupe ou dans une sauce asperge, peu importe. C'est vraiment le fun pour ça. Et la déshydratation aussi, que j'utilise aussi si j'ai un surplus. Fait que ça fonctionne bien. Donc, tomate, c'est vraiment, pour moi, c'est un must dans un jardin parce que ça produit beaucoup, puis c'est le fun, c'est bon. Les concombres, c'est la même chose. C'est un autre plant qui va produire un fruit qui pousse en hauteur, que je peux le faire grimper, il peut s'accrocher à des différentes choses. Donc, c'est le fun, différentes variétés encore. Donc, ça, c'est les soyou longs qui produisent un long concombre, mais des fois, c'est le fun. J'ai tendance à aller peut-être plus pour des petits concombres pour être plus productifs. Donc, c'est le fun d'en récolter souvent. C'est ça que moi, je trouve le plus agréable dans mes choix. Sinon, c'est sûr qu'il y aurait des poivrons, des piments forts, il y a plein de choses qu'on peut faire. Piments forts, si vous aimez les piments forts, ben, c'est vraiment le fun. En ville, particulièrement, il fait chaud, ça produit beaucoup, donc c'est une façon de cultiver des choses intéressantes. Les aubergines, j'ai souvent eu de la misère un peu, mais sauf que ça, c'est une variété que moi, je fonctionne bien. Ping Tung, eux autres, je trouve que ça produit des bons aubergines. J'ai déjà essayé des melons. Bon, ça fonctionnait, mais quand même de s'occuper, parce que moi, je pars la majorité de mes plants à l'intérieur aussi, puis je les transplante à l'extérieur. Je trouve que ça vient, dans mon cas, en bac des melons, je trouvais que c'était beaucoup de travail pour le peu de melons qu'on obtenait. Fait que moi, je trouvais ça moins intéressant, mais c'est possible. La chocha, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plante qui va, en fait, c'est pas la sommité au niveau des plantes, mais ça fait des petits concombres, comme vous voyez, qu'on peut manger. Traditionnellement, ça vient plus de Mexique et Amérique du Sud. Il y avait des variétés vraiment grosses, où ce qu'ils vont faire, ça va être un gros fruit qu'ils vont garnir à l'intérieur pour faire un genre d'achocha garni. Sauf que on peut les manger petits, puis ça va, c'est un peu comme un concombre si on veut, mais ça produit beaucoup, puis ça grimpe, puis ça prend beaucoup de place. Ça peut être le fun aussi si on veut avoir des plantes qui s'étendent, qui couvrent une superficie, même pour un mur végétal annuel, ça pourrait marcher. Évidemment, tout ce qui est légumineuse, surtout les haricots grimpants, c'est extraordinaire parce qu'on plante ça dans d'autres bacs, puis on laisse grimper, puis ça va produire tant qu'on en récolte. Puis si on ne récolte pas ou s'ils sont trop hauts pour être atteints, on les laisse mûrir, puis à un moment donné, on peut les récolter, puis les manger secs pour faire un chili ou pour faire une purée d'haricots. Ça, c'est super bon. Puis entre autres, ben là, j'avais pas de photo spécifique des haricots d'Espagne, mais haricots d'Espagne, c'est pour moi genre une photo quand même des fleurs. C'est super beau, l'haricot d'Espagne. Puis ça fait des gros haricots, puis c'est super bon à manger pour faire un chili, par exemple. Ça fait des grosses bines, ce qui fait que c'est le fun
À écosser, c'est facile, tandis que ça, plus un rame d'or, puis quand une fois c'est sec, ben, c'est plus pogné, fait que c'est plus dur à écosser, tandis que des choses comme haricots d'Espagne, c'est facile. Donc, pois mange tout, évidemment. Une autre culture que pour moi est essentielle, selon moi, dans notre contexte québécois, c'est le chou kale ou le chou frisé non pommé. Ça pousse vraiment bien. Ça résiste au froid, même s'il gèle, ça va juste arrêter de pousser. Puis s'il fait plus beau, ben, ça va continuer un peu à pousser. Fait que c'est vraiment le fun. Ça pousse bien à l'ombre, comme sur mon balcon arrière. J'en ai un même caché du soleil, puis ça va pousser. Donc peut-être qu'il ne sera pas aussi gros, mais quand même, moi je trouve que c'est super bien adapté. Donc c'est le fun. Puis avec ça, ben, il y a plein de recettes du chou kale là, dans un smoothie ou juste dans un sauté. Il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est le fun d'avoir cette diversité-là aussi dans un jardin. Au niveau, si on reste dans les feuilles, si on veut, il y a plein de choses qu'on peut, des laitues et compagnie, mais bon, il y aurait du rapini qu'on peut manger sur les feuilles, ou manger les tiges aussi, le rapini. La mauve que j'ai découverte aussi, c'est le fun. Où ce on peut manger plein de feuilles, on peut prendre les feuilles puis rajouter ça dans une salade ou dans un smoothie, peu importe. Donc c'est le fun aussi. Épinard de Malabar, j'aime bien les plantes grimpantes. Donc l'épinard de Malabar est très intéressant parce que ça va quand même grimper pas mal. Puis quand il pousse bien, dépendamment des gens, moi je réussis à avoir des grandes feuilles. Comme vous voyez, j'ai des grosses feuilles. C'est un peu spécial parce que c'est une plante qui est charnue, comme une plante grasse quasiment. Ça goûte un peu, en fait dans mon cas, je trouve que ça goûte un peu comme la bêta-carbe. Mais c'est donc peut-être plus une curiosité, mais quand même, c'est le fun. Ça pousse bien, c'est grimpant, puis ça fait des belles feuilles. Sinon, c'est sûr qu'il y a toute la question des fines herbes qu'on peut faire pousser facilement en bac. Thym, romarin, sauge, origan, mélisse, il y en a plein. Et il y en a plusieurs qu'on peut même rentrer aussi. Si on met dans un petit pot sur notre balcon, on peut le rentrer pour l'hiver, pour continuer à en récolter. Ça pousse dans des jardinières, au niveau ça a moins besoin d'eau, moins de nutriments, donc c'est quand même intéressant comme plante, à part peut-être le basilic, si on veut une bonne productivité, il faut quand même que ce soit assez nutritif. Mais c'est sûr que si vous vous intéressez vraiment aux fines herbes, je vous invite à jeter un coup d'œil du côté du livre de Lily Michaud sur les fines herbes. Elle fait vraiment un tour d'horizon des variétés, des sortes, un conseil pour le pot, donc c'est vraiment la référence, je dirais, concernant les fines herbes. D'autres variétés, d'autres choses que j'aime quand même essayer. Ça vous, c'est quoi, petite question quiz? C'est quoi cette plante-là, cette fleur de... L'okra. Okra, exactement. Okra, gumbo. Donc, ça fait des fruits. Si vous connaissez pas ça, c'est pas super productif sur un bac, là, mais c'est quand même le fun. Ça fait le fruit qui est pointu. Il ne faut pas le récolter trop tard, sinon il va être fibreux, mais si on le coupe dans une soupe, ça devient un peu gélatineux. C'est vraiment intéressant. Moi, je trouve ça intéressant, c'est bon. Fait que c'est quand même très courant dans la cuisine cajun, entre autres, ou aussi en Afrique, c'est utilisé beaucoup. Bon, il y aurait plein de sortes de fleurs aussi, fleurs comestibles, ou sinon déjà juste des fleurs décoratives en bac qu'on peut faire. Moi, j'aime bien les gloires du matin, je trouve ça le fun, c'est une autre plante grimpante, donc je trouve ça bien, mais c'est pas nécessairement comestible. Sauf qu'il y aurait d'autres plantes comme capucine, bourrache, calendule, souci, pensée, tagette, ciboulette. Ciboulette, on peut manger ciboulette pour la tige, mais aussi la fleur, on peut la prendre. Ça fait une belle fleur mauve qu'on va pouvoir égrener sur une salade ou sur une soupe, qui est intéressant. Ça, justement, c'est une fleur de haricots d'Espagne. C'est vraiment beau quand on a des plants d'haricots grimpants. C'est ça sur mon balcon, c'est ça qui se rend chez le voisin en haut. Puis ça fait des belles fleurs rouges. En tout cas, donc c'est vraiment le fun d'avoir ça pour décorer, puis pour la productivité que ça apporte aussi. Au niveau d'autres cultures, les champignons, c'est possible de cultiver en bac. On l'a fait quelques années. On a même fait un mix avec du chou kale. Ça, c'est des pleurotes de l'orme. Les pleurotes, ça pousse. Il y a un champignon ici qui peut vendre des mycéliums. Dans ce cas-là, c'est qu'on avait acheté le mycélium, puis on l'a mélangé avec de la sciure de bois. En fait, les granules de bois que les gens utilisent pour chauffer, par exemple. Donc, on avait mélangé ça avec de la chaux un peu pour le stériliser. Puis, donc c'est ça, fait qu'on a planté là-dedans et on a des récoltes de champignons. C'est vraiment intéressant qu'on récolte et qu'on les mange frais
faut les faire cuire, mais si on les fait sauter un peu, c'est vraiment intéressant d'avoir ça fraîchement récolté. Donc, ça, il y a vraiment plein de possibilités sur le balcon. J'ai essayé plein de choses, puis moi, ça se mélangeait quand même sur mon balcon. Là, je vais plus parler un peu les bacs que j'utilise. Principalement, c'est des bacs qu'on appelle auto-arrosants ou à double fond. C'est le principe de Crack Bitume. Donc, il y a un kiosque ici si vous voulez en savoir plus. Une des stratégies, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir 2 chaudières. Il faut que ce soit des chaudières quand même de grade alimentaire pour que, vu que ça va être en contact avec des plantes, puis bon, c'est plus sécuritaire. Donc, on met les 2 chaudières l'une dans l'autre. Il y en a-t-il qui en utilisent? Qui a déjà vu ça? Okay. Donc, les 2 chaudières sont l'une dans l'autre. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un espace entre les deux en bas. Donc, en mettant une dans l'autre, souvent, il y a un jour dans le bas. Et on veut qu'il y ait de l'eau là-dedans. Puis pour permettre aux plantes d'accéder à cette eau-là par les racines, on fait un trou dans la chaudière qui est celle du dessus. Elle va être dessus dans l'autre. Fait qu'on fait un trou de la grosseur, mettons, d'un pot à yogourt, ou ça peut être différents types de contenants. Mais donc, on va mettre le contenant ici et ça va permettre à la plante d'aller jusque dans le fond en faisant des trous. Donc, dans la prochaine photo, vous allez voir quand j'ai récolté, quand j'ai enlevé. Donc, vraiment, le but, ce qu'on veut, c'est que le pot, ici, il y a des trous dedans et les racines, on vise que les racines descendent jusque dans le fond pour qu'elles aillent elles-mêmes chercher leur eau. Et vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler à la fin. Ben, moi, c'est au printemps, généralement, que je vais vider mes bacs. Donc, c'est un peu ce que ça donne. C'est rempli, les racines sont partout dans notre bac. Et on voit la forme. Donc, c'est ça. Donc, c'est un bac que moi, j'utilise principalement parce que c'est efficace, ça fonctionne bien. C'est sûr que, selon les bacs, comme là, si c'est 2 bacs de la même forme, une dans l'autre, pour pouvoir remplir la réserve d'eau dans le bas, il faut mettre un tuyau. Donc, vous voyez ici, par exemple, un tuyau qui va avoir avec un trou, donc il va descendre jusque dans le fond pour qu'on puisse remplir la réserve du fond par le tuyau. Comme ici, une fois que c'est plein, on peut remplir. Fait que c'est une stratégie, il ne faut pas oublier aussi, en fait, on fait toujours un petit trou ici à l'extérieur, ici dans le bas, pour que s'il y a un trop plein d'eau, pour que le surplus d'eau puisse sortir. Surtout, il y en a qui ont des bacs comme ça, qui sont à l'extérieur, sur un stationnement, quelque chose, ou vraiment qui ne sont pas protégés. Donc, s'il pleut beaucoup, ben, pour éviter que les bacs se remplissent d'eau et que les plantes se noient. Donc ça, c'était déjà arrivé, puis c'est vraiment pas le fun. Les plantes vont juste mourir, vont pourrir. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une possibilité que le surplus d'eau puisse en aller. Mais bon, différentes stratégies pour des chaudières. Mettons, une chaudière que j'avais récupérée. Donc, dans ce cas-là, j'ai été dans la stratégie de prendre le dessus ici, puis de l'utiliser comme double fond dans mon plan. Donc, ça, c'est le fond de ma chaudière. J'ai mis des contenants pour surélever le fond. Le fond est à côté là-dessus, puis j'ai un pot qui me permet d'avoir les racines qui vont aller à chercher l'eau dans le fond. Puis des fois, bon, moi, je suis allé aussi pour avoir plus de réserve d'eau. J'avais 2 chaudières, mais j'ai mis des chimes, en tout des petits morceaux de blocs de bois pour augmenter la hauteur, pour qu'il y ait un petit peu plus de réserve d'eau dans le fond. Donc, il y a différentes stratégies. En fait, on peut vraiment se laisser inspirer par notre créativité. Moi, j'en suis venu finalement à mon préféré comme type de bac, c'est probablement comme ça, où j'ai un carré qui rentre dans un rond. Fait que c'est vraiment plaisant parce que tout ce que j'ai à faire, je remplis par l'espace entre les deux. Donc, j'ai pas besoin de tuyaux, je fais juste, puis je vois combien il reste d'eau dedans, puis ça va super vite à remplir, c'est que j'ai pas à attendre. Puis un truc, si vous mettez des tuyaux dans vos bacs, prenez-en un assez gros, parce que c'est vraiment tannant s'il est petit, puis que ça prend un entonnoir, ou c'est long. C'est vraiment, surtout quand on a beaucoup de bacs, c'est plate de passer 10 minutes ou 5 minutes à chaque bac, là, on passe la journée là-dedans. Donc, c'est ça, c'est vraiment hyper plaisant quand on a des contenants de forme comme ça. Sinon, on peut y aller pour des bacs plus comme ça. Moi, ça fonctionne toujours bien. J'aime ça. Il est gros. Je vois quand il n'y a plus d'eau. Puis je remplis ça ici en bas. Puis ça fonctionne très bien, en fait, par expérience. Là, les concombres, tomates, c'est facile. Puis je fais juste vider de l'eau dedans. Puis ça va bien. On a déjà, bon, à l'occasion, si j'ai trop de plants puis il manque de bacs, ça, c'est des contenants de pépinières. Dans les pépinières, des fois, ils vont jeter tous les contenants ou mettre au recyclage, en fait, les contenants d'arbres. Donc, je l'avais récupéré. C'est intéressant, ça coûte rien, tout ça, mais c'est noir, c'est quand même chaud, puis il n'y a pas de réserve, donc il faut trouver une façon de
de mettre pour pouvoir avoir de l'eau un peu plus dedans, mais le manque de réserve d'eau, c'est une contrainte de plus parce que c'est vraiment l'arrosage qui est le point marquant là, quand on jardine en bac. On peut dans des jardinières, mais encore là, on voit l'espace, c'est beaucoup plus limité dans la réserve d'eau qu'on peut avoir dedans. Fait qu'il faut surveiller davantage. Pour des fines herbes, ça peut être intéressant, mais quand même, il faut surveiller davantage. Donc, un exemple, bon, je pars beaucoup de semis. Au printemps, je mets tout ça sur mon balcon pour les acclimater quand ça commence à être plus chaud, mais souvent, je vais faire, je les rentre la nuit. Après ça, mon balcon, ben là, je pose mes bacs, je plante dedans. Puis en fait, je ne l'ai pas expliqué tantôt, mais pour mes plants de tomates, je l'avais vu au début, je les mets, si mes plants sont ça d'eau, je les mets dans le fond quasiment de mon bac, puis je fais dépasser juste un petit bout. Parce que les plants vont faire des racines partout, donc on gagne, je suis sûr qu'on gagne au moins 2 semaines quasiment, parce que je remplis ça, puis là, ça va remplir rapidement, il n'y a pas besoin de faire des racines jusque dans le fond, il est déjà dans le fond, donc ça fait qu'il va y avoir une poussée de croissance très rapide. Donc c'est ça, puis donc après ça, ben, le temps passe, puis là, ben, ça fait la jungle qui pousse. Donc celui il est un peu plus orienté sud. Pour des plants, des balcons un peu plus ombragés, où il y a quand même plusieurs plantes, au niveau de l'amarante, ou des légumes feuilles, ou certains légumes racines comme la betterave, ou le radis, raviole. En fait, souvent les crucifères, la famille des choux, sont souvent plus adaptés à pousser dans des conditions moins d'ensoleillement. C'est sûr que si on parle de tomates, aubergines, tout ça, non, ça va moins fonctionner. Vous pouvez quand même l'essayer, mais vous risquez de ne pas avoir une bonne production. Fait que c'est ça, donc quand même plein de choses qu'on peut faire pousser. À essayer aussi, si vous avez d'autres idées. Donc sur mon balcon arrière, c'est ça, comme je disais, ici, mon quai, vous voyez comme quand même pas mal à l'ombre. Ici, j'avais vraiment à l'ombre dans un smart pot. Smart pot, ça marche, mais encore là, c'est toujours la question, il n'y a pas vraiment de réserve d'eau là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? Ça grimpe, en fait, c'est ça, jardinière, vous voyez un peu de mon balcon arrière au printemps, puis plus tard dans la saison, ça donne ça. J'utilise beaucoup des cordes pour faire grimper en hauteur, pour tutorer mes plants. Donc, un exemple, mettons, les concombres. C'est sûr que j'ai tendance à essayer de les entortiller. Souvent, moi, j'entortille toujours dans ma tige, je la fais toujours dans le même sens. Mais ils vont souvent s'accrocher en plus. Puis ça marche pour les concombres, c'est sûr. Les tomates, vous voyez ici justement l'entortillement. Donc, chaque fois que je vois que la plante elle a repoussé, ben là, je repousse la tête autour, puis ça pousse autour comme ça. Fait que ça soutient vraiment très bien. Puis ça permet d'avoir des plants qui sont en hauteur, ce qui est très avantageux. Sinon, on peut utiliser ce qui est autour déjà, comme une galerie, une clôture, une rambarde. Donc, surtout les concombres, ça pousse à travers, puis ça produit à travers, c'est le fun. Ça peut prendre la même chose pour les haricots, où on peut avoir des treillis, si on veut, sur le bord d'un mur, ou de prêter des filets aussi, il y a différentes choses. Donc, après ça, qu'est-ce que je mets dans mes bacs? C'est sûr, le compost, je dirais, la première chose, si on veut jardiner en ville, ce serait essayer, est-ce qu'on peut faudrait faire le compost. Surtout à Québec, on est un peu, selon moi, on est un peu arriéré par rapport au système de compostage. Il n'y a même pas de compostage officiel avec la ville. C'est très problématique au niveau des impacts environnementaux parce que quand même le tiers à peu près des éléments qui sont perdus dans ce qui est acheté, 30-40% des sacs de ce qui est jeté au vidange, ça pourrait être composté et c'est une grosse conséquence environnementale, puis on n'en parle pas assez. Une des principales sources d'émissions de méthane, de gaz à effet de serre au Québec, c'est les sites d'enfouissement qui vont émettre des gaz. Ou dans le cas de Québec, ce qu'on envoie dans nos déchets, si c'est des matières putrescibles, ça s'en va à l'incinérateur. Et les matières, vu que c'est liquide un peu, ça va réduire la température de combustion, ça va faire qu'il va y avoir plus d'émissions de composés toxiques par l'incinérateur. C'est problématique. Il ne faudrait vraiment plus envoyer de matières putrescibles dans les déchets. Et donc, composter, si on est en appartement et on n'a pas de place, ben, il y a Crac Bitume qui ont des sites de compostage communautaires, puis il y a des corvées qu'on peut repartir avec du compost quand on fait le vidangeage de ça. Si on a un petit peu d'espace
peu importe, ben, on peut acheter un composteur, s'en fabriquer un sinon. Mais il y a aussi, si vous avez le goût d'en acheter un pas cher, je pense que c'est 30$ un composteur avec le projet présentement de Jour de la Terre. Donc, il y a un fonds IGA qui permet d'avoir pour 30$ un composteur. Il faut s'inscrire. Donc, mais je vous invite, c'est présentement à l'inscription. Donc, si vous avez le goût, ou aussi un bac pour Barido, c'est possible aussi. Donc, c'est vrai, c'est le temps si ça vous intéresse. Si vous avez un espace, vous pouvez demander à votre propriétaire, si c'est son appartement, si c'est pas un petit coin où vous pourriez faire du compost. C'est vraiment avantageux parce que c'est ça qu'on met dans notre bac, c'est ça qui va nourrir nos plantes, puis ça permet un peu terminer notre cycle. Sinon, on peut essayer la stratégie du bal compost. On ne peut pas vraiment faire des gros volumes, mais c'est l'idée faire du compostage sur le balcon. C'est une chaudière trouée qu'on a enlevé le fond aussi, qu'on a mis dans un plus gros contenant. Donc, il y a de la terre, il y a du terreau dans le fond, on met du terreau autour, on peut faire pousser des plantes autour, puis on met le compost, nos résidus, à l'intérieur, avec du brun aussi. Il faut toujours équilibrer avec soit des feuilles, ou ça peut être des sacs même déchiquetés, des sacs bruns de pain, par exemple, des choses comme ça. Donc, on peut essayer de faire du compostage comme ça sur le balcon. Ça fonctionne, mais c'est ça, c'est la quantité, c'est le volume, dépendamment, qui peut être plus problématique. Et bien sinon, c'est sûr qu'en ville, on peut se récupérer des feuilles. Si on a un espace, on peut en conserver. Sinon, déjà une poche, un sac qu'on met dans un locker, ça peut être bon. Soit pour faire du compost, ou s'il est timide un peu, ça peut, après peut-être 1 an ou quelques années, il va être décomposé. Puis ça va nous faire un terreau. Justement, avec Crack Bitume, on a fait des tests de terreaux locaux. Donc, c'est tous des tests différents, chaque rangée. Et ceux qui fonctionnent le mieux, entre autres celui-là ici, le 6, c'est qu'on a fait un mélange, c'est 1/3 de compost domestique, 1/3 de feuilles décomposées et 1/3 de bois raméal fragmenté. Ceux qui ne savent pas, le bois raméal, ou BRF qu'on appelle, c'est des petites branches d'arbres, de feuillus qui ont été coupés en petits morceaux. Entre autres, il y a Jacques Hébert, entre autres, qui en vend un peu son ordre dans le coin de Charlesbourg. Puis en le laissant décomposer ce BRF-là, ça amène vraiment de l'humus pour notre mélange. Puis ça remplaçait la tourbe, donc ça permettait d'avoir un terreau qui n'a pas de tourbe dedans, qu'on a produit nous-mêmes. Moi, personnellement, je réutilise toujours mes terreaux à chaque année. J'essaie de varier, faire une rotation entre tomates, concombres, etc. Mais je réutilise. Ce que je fais, c'est que je rajoute toujours du compost à chaque année parce que c'est sûr, en poussant, les plantes tout ce qui est plus matière organique finit par se décomposer. Donc, le terreau diminue, les plantes prennent de l'espace. Donc, il faut rajouter des nutriments. Puis le compost, c'est la meilleure stratégie. Je fais ça un mélange. Des fois, même si j'ai des feuilles décomposées, je vais en mettre un peu, puis je rajoute du compost, je brasse ça, puis je remets ça dans mes bacs. La moitié, à peu près? Le tiers, même ça varie. Ça dépend aussi des plantes qu'on voudrait faire, mais c'est sûr que ça varierait aussi la qualité de notre compost. Il y aurait c'est très variable, mais peut-être le tiers, parce que c'est dur quand même d'avoir des gros volumes de compost aussi. Donc c'est pour ça que des fois on y va avec ce qu'on a disponible ou séparé entre les plants. Moi j'essaie d'éviter tout ce qui est produits animaux, particulièrement, on parle souvent d'actisol ou des granules, de fumier de poulet. En fait, c'est pas bio, ça. Souvent, c'est accepté dans le bio, mais malheureusement, ça vient de poules élevées en batterie, qui ont été nourries avec des OGM, qui ont eu des pesticides, puis des antibiotiques. Donc, moi, personnellement, j'ai pas le goût de mettre ça dans mes bacs. Donc, j'ai pas le goût de transporter. Il y a toujours des résidus. Donc, moi, j'évite vraiment tout ça. Et j'évite personnellement aussi tout ce qui est autres produits, farine de sang, poudre d'os. C'est la même chose, ça vient généralement d'élevage, élevé en batterie, dans des conditions non bio. Donc, j'évite tout ça. Moi, j'ai plus tendance à opter ou promouvoir des purins végétaux, par exemple. Il y a plein de plantes, l'ortie, entre autres, on peut en trouver sauvages. Donc, il y a plein de plantes qu'on peut utiliser. Puis, à la limite, ça pourrait être n'importe quel végétal vert qu'on met dans de l'eau, qu'on laisse quelques jours fermenter. Et le liquide de ça va être riche. On va comme extraire des nutriments de ça. On pourrait faire aussi un thé de compost ou juste prendre du compost qu'on a puis laisser brasser dans de l'eau, mais ça prend une pompe pour que ce soit aéré. Il ne faut pas que ce soit anaérobique. Et en laissant comme ça brasser, on va prendre le liquide, puis ça va amener plein de nutriments, puis on amène une certaine vie dans nos bacs. Puis ça va interagir avec les racines des plantes, puis ça va amener autant des nutriments que
la vie puis l'interaction, qui va renforcer aussi le système immunitaire des plantes. Parce que même un thé de compost aussi, ça peut être vaporisé sur les feuilles pour renforcer. Souvent, l'idée pour lutter contre des champignons, des maladies, c'est si on peut occuper tout l'espace des feuilles, parce qu'on parle des fois de la rhizosphère, donc racines, au niveau de tout ce qui est autour des racines, mais il y a aussi la phylosphère, donc c'est l'écosystème qu'il y a autour des feuilles, et s'il y a des espaces vides qui sont inoccupés, là, c'est plus propice à un spore de champignons qui aille s'implanter là. Des algues liquides pour complémenter, ça pourrait être utilisé. Moi, je n'utilise pas, mais moi, je dis j'incite les gens, s'ils ne prennent pas de médicaments, sont en santé, il y a l'urine qui est utilisable, on en entend de plus en plus parler. C'est très riche en nutriments, c'est stérile, et il faut le diluer par exemple, mais c'est une source d'azote qui serait partout, puis plutôt que de polluer nos cours d'eau ou notre eau potable, ce serait une façon de recycler. Point hyper important, l'arrosage, c'est vraiment un des éléments importants. On le voit comme là, c'est une fin de journée, mon quai il a commencé à avoir de la misère, les feuilles commencent à ramollir, il manque d'eau. Donc, c'est vraiment... il ne faut pas en mettre trop, mais si on voit que les plantes manquent d'eau, c'est là qu'on peut avoir des problèmes. Donc, c'est un des éléments qu'il faut surveiller. Surtout quand on est en bac, ça sèche vite. Surtout que moi, en été, avec mes gros plants qui touchent au plafond, il faut que j'arrose à tous les jours. Il faut que je remplisse même ma réserve d'eau. Parce qu'en fait, aussi, l'idée, comme pour les plants de tomates, moi, je me dis, quand j'arrose mon plant de tomates, je remplis mes tomates. Parce que c'est l'eau qui s'en va dedans. Donc, c'est pour ça que si je veux beaucoup de tomates, il faut faire que j'arrose beaucoup. Il y a des systèmes de goutte à goutte qui existent, comme les rizeaux. Moi, pour l'instant, je n'utilise pas. Sinon, on peut se trouver des amis qui ont le goût d'arroser avec nous, ou des colocs, peu importe. Puis sinon, donc, il y a plein de prédateurs naturels qui sont là. Si on a des fleurs, on va attirer, ou si on a une grosse diversité, il y a des prédateurs qui peuvent s'installer puis venir aider à lutter contre les ravageurs. Un des problèmes que j'avais, c'est un chat qui venait faire ses besoins dans mes bacs. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que je mets du paillis. J'essaie de mettre plein de paillis sur mon terreau. Puis, il n'y a pas l'air d'aimer ça, venir où il y a du paillis. Je suis libre là-dessus. C'est sûr que si j'ai un bac qui est vide, là, c'est tentant de venir faire ses besoins. Puis, c'est ça, sinon, une des choses, les pollinisateurs indigènes, c'est ça vraiment que moi, je prône aussi. C'est ça, sur mon balcon, c'est les bourdons, généralement, qui viennent s'amuser à polliniser. C'est pour ça que moi, j'incite pas du tout à avoir des ruches en ville parce qu'on a un mythe qu'on maintient, le mythe des abeilles pour la pollinisation. C'est pas les abeilles qu'on a besoin pour la pollinisation, c'est des pollinisateurs. Et les abeilles, si on en met trop, ils vont lutter, ils vont ramasser beaucoup du pollen et du nectar qui est disponible, et ça va créer une pénurie de nectar pour les pollinisateurs qui sont naturels, qui sont indigènes. Et c'est là que on ne prend pas la peine d'y réfléchir quand on dit on va mettre des ruches en ville, mais est-ce qu'on a considéré qu'on amène 50 000 abeilles, puis les pollinisateurs qui sont indigènes, parce que les abeilles à miel ne sont pas indigènes, ont été importées et survivent grâce à nous, et c'est pas non plus les plus efficaces. On s'est rendu compte que souvent, les bourdons sont beaucoup plus efficaces, on a attribué la pollinisation aux abeilles, parce que les bourdons, eux, vont travailler en conditions plus humides, en conditions plus froides, ils vont travailler plus tard dans la saison, ils sont souvent plus efficaces pour beaucoup de variétés. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de protéger les pollinisateurs indigènes plutôt que les abeilles. Puis juste un exemple, c'est que dans les serres commerciales, c'est des bourdons qu'on utilise, c'est pas nécessairement des abeilles. Donc, faites attention quand on dit les abeilles à miel, c'est essentiel pour la pollinisation, pas nécessairement. Là, j'aurais pas le temps, mais en tout cas, donc, c'est ça, j'avais des petites vidéos de mon balcon, mais de toute façon, on a pas mal fait le tour. Il y a différentes ressources. Si vous êtes intéressé à jardiner en bac, si vous ne savez pas comment, quelle plante, la distance, quand les partir, les sachets de semences, souvent, il y a des informations dessus. Parlez avec d'autres jardiniers, il y a plein de livres là-dessus, il y a différentes conférences sur Internet. Vous pouvez aller voir, moi, mes photos, j'ai mis mon évolution sur vgculture.net, vous pouvez aller voir mon évolution dans mes jardins. Puis l'expérience, c'est la base. Plus qu'on a travaillé avec des plantes, on sait la grosseur, plus on sait comment les planter, quand les partir. Puis finalement, à retenir, je dirais, c'est facile, il faut juste s'amuser, voir ça comme on essaye, on expérimente des choses.
voir les plantes comme des animaux de compagnie au niveau du soin. Il faut être là. Si on part une semaine, il y a des chances qu'il y ait de la misère à survivre, puis de s'amuser là-dedans. Je ne sais pas s'il reste du temps pour les questions. OK. Donc, 5 minutes. Question? Oui, madame? En fait, c'est Graham Burnett, en Angleterre, mais c'est moi qui l'ai traduit, en fait, en français. Donc, j'en ai des exemplaires, si vous voulez. Il y en a à l'accueil aussi, si vous en voulez. C'est ça, c'est un livre qui explique la permaculture. Oui, madame? Ah. Oui. La Thanésie. Consoude. Puis, consoude, c'est ça. Oui, consoude, c'est riche en azote. Oui. Oui. Tantôt, quand vous parliez que vous récupérez votre terre, jusqu'à quel niveau? Parce que quand il y a énormément de racines, c'est dur de... Non, en fait, moi, c'est au printemps que je le fais. Mes bacs, je suis comme tassé pour l'hiver. Au printemps, je vide mon bac dans une poche ou un grand sac. Puis, en fait, j'arrache la racine principale. Puis, les petites racines, si vraiment sont petites, je défais ma terre, je brasse ça, je rajoute du compost, je remets ça dans un autre bac. Puis, moi, ça fonctionne comme ça. Là. Ouais. Question? Oui, derrière, oui? Le long concombre? Ben, en fait, il y a le Soyou long, qui est comme Soyou long, en tout cas, c'est une des variétés. Mais sinon, un concombre qui devient très long, un concombre, vous pouvez le trouver. Autre question? Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, le Soyou long, en fait. Ouais, Soyou long. Il y avait une autre question. Oui? En fait, moi, c'est plus pour les plantes qui poussent très bien à l'ombre. Je n'ai pas eu le temps de tout noter. OK, oui. Je sais qu'il y avait la betterave, céleri, concombre, cresson, épinard, haricot, kale. Oui. Ben, en fait, vous pouvez sur... je peux le remettre. Sur le site, sur ton site? Oui, c'est ça. Ben, sur le site, vous devriez trouver sur Go Veganic, je pense qu'il est là. Sur... ouais. Mais... parce qu'il y en a même plus. En fait, ça, c'était plus... J'avais plus sorti ceux en bac. Mais je veux dire, il y en a quand même plus de variétés aussi. Il y a des fruits, il y a d'autres choses aussi qui pourraient pousser à l'ombre. Oui? Oui? Oh, non, en fait, non, c'est ça. Moi, en fait, j'en parle, mais moi, je mets rien. En fait, je fais à peu près rien. Oui, j'avoue, je mets un peu d'urine. Ça, en fait. Mais en fait, parce que moi, en fait aussi... Pour moi, en fait, oui, je mets un peu d'urine parce que c'est un activateur aussi. C'est vraiment, dans un compost, quand on augmente le taux d'azote, on va multiplier les bactéries qui vont décomposer. Donc, c'est pour ça que ça va faire une activation. Mais sinon, moi, je mets pas grand... Non, je mets à peu près rien au courant de l'année. Ouais. Il y a eu un thé de compost à un moment donné que j'avais mis, mais non, sinon, je mets rien. Ouais. Oui? Ah, mais si c'est des gros bacs, ça peut être correct. Ou sinon, peut-être essayer de varier les plantes, mettre un autre type de plante. C'est ça, ça pourrait être ça. C'est sûr qu'il y a des chances, peut-être que dans le fond, il y ait moins de nutriments, par exemple. À moins que vous travailliez votre sol un peu, peut-être. Parce que c'est ça, moi, en enlevant toute ma terre, en remélangeant du terreau, ou des fois, ce que je fais, c'est que j'ai mon sac, j'ai mes sacs, un sac de compost, un sac de terreau, un sac de feuilles décomposées, puis là, je prends quelques poignées de terreau, je mets quelques poignées de compost, puis je fais une lasagne avec. L'idée, c'est d'avoir un peu un mélange. Mais, au départ, en fait, moi, ça fait un bout que je n'ai pas acheté. J'avais pris du Mike Compost. Mais sinon, ça peut être du... j'essaie d'en acheter du bio quand même, là, celui qui est reconnu bio. Puis sinon, ben, c'est ça peut repartir, ou des fois pour les semis intérieurs aussi, ça peut en prendre. Mais sinon, c'est ça, j'ai beaucoup de bacs maintenant avec les années, avec le compost, fait que ça s'accumule aussi. J'ai une question. Oui, puis mélanger ça un peu. Oui. Oui, une question. Est-ce que tu tiens compte
du compagnonnage des plantes, tu n'en as pas parlé. Oui, c'est vrai. Est-ce que, parce qu'il y en a qui sont pour, d'autres, c'est Oui, mais en fait, j'y vais plus pour un compagnonnage, entre guillemets, de forme. Mettons, comme si j'ai mes plants de tomates ou mon kale qui est gros, ça ne sert à rien de vouloir mettre, même le basilic, il va avoir de la misère, il va être pogné. C'est sûr que je mets souvent, dans mes bacs, c'est sûr que je mets généralement plusieurs choses dans un bac. Je vais mettre idéalement une légumineuse dans chaque bac, avec un gros plant, et ça, je vais mettre quand même du basilic avec mes plants de tomates, même si je sais qu'il va sans se faire étouffer, mais étrangement, souvent plus tard dans la saison, mes plants de tomates, les feuilles du bas vont jaunir, ou je les enlève, ou le plant va être moins, il fait plus froid, puis là, finalement, le basilic va reprendre le dessus, ou tu sais, ça varie comme ça, mais j'ai pas une habitude particulière, moi, au niveau de compagnonnage. Non. OK. Intuitif. Ben, intuitif, oui, mais c'est vraiment, moi, je suis beaucoup pour quand même la forme, varier les familles aussi, tu sais, de pas juste mettre, je mets pas du pois puis des légumineuses, tu sais, je vais mettre une sorte de légumineuse dans un bac, puis je vais mettre des pois dans un autre bac, tu sais, je vais varier les familles, tu sais, j'essaie d'avoir deux, trois familles par bac, ou peut-être j'avais pas de photos, ça m'est déjà arrivé de faire, mettre du cresson un peu en paillis à la surface de mon sol. Et aussi, on peut mettre du paillis aussi, pour garder l'humidité, ça aide aussi. Si vous mangez des œufs, vous pouvez le mettre dedans, c'est sûr. Moi, je mange pas de produits animaux, fait que j'en utilise pas, puis ça fonctionne bien, mais ouais. C'est sûr que si on met des feuilles, parce que c'est pour le calcium souvent, mais si on met des feuilles ou du bois raméal, ben, dans les arbres, dans tout ce qui est boisé, il y a quand même du calcium. C'est pour ça que les gens à l'époque prenaient de la cendre de bois, parce que ça permettait de réduire le pH d'un sol, parce que le bois contient quand même du calcium. Donc ça peut être... Donc, si on met des feuilles décomposées, un compost, ça va être bon. Fait que, je pense que là-dessus, il faut que je l'arrête. Donc, merci pour votre attention. J'ai quelques dépliants à l'entrée aussi.